Le 3 mars 1934 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Sérénade à Troyes, Design for Living, texte intégral. Nous ne connaissons pas le moins du monde la pièce de M. Noël Coward, le fécond auteur dramatique de Londres, Design for Living, qui a fourni à M. Lubitsch le titre de son dernier film, traduit, si l'on peut dire, en français par Sérénade à Troyes. Mais il est manifeste que le scénario cinématographique n'a pas conservé grand-chose de la comédie originale. Encore un procès où tout le monde aura tort, encore du théâtre photographié mais de travers, et des arguments fournis, hélas, à M. Pagnol, qui commence vraiment à déparler. Vous n'y êtes pas du tout. On vous a dit que c'était un film d'Ernst Lubitsch. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'avez pas vu l'an dernier Trouble in Paradise. C'était avec Trouble in Paradise que l'on a retrouvé Lubitsch, que l'on a vu pourquoi quelques garçons du métier, attentifs et renseignés, n'avaient jamais cessé de tirer leur chapeau à ce petit Autrichien goguenard, un peu ventripotent, devenu le plus considérable producer de la Paramount américaine. On lui reprochait amèrement ce titre, conquis à coups de grandes opérettes construites avec trop d'opulence autour des arpèges de mademoiselle Jeannette MacDonald. Sans doute, Parade d'amour, Monte Carlo n'étaient pas des spectacles si désagréables, et l'on s'y étonnait tout à coup des hardiesses techniques insoupçonnables pour les profanes. C'est égal. Cela ne remplaçait pas l'éventail de Lady Windermere, trop oublié aujourd'hui, tableau si fin, si nuancé de la société anglaise, qui lança Lubitsch et dota l'écran, après l'opinion publique de Chaplin, d'une seconde comédie de mœurs où peu s'en faut. Puis, brusquement, renonçant au bataillon de figurants, aux pièces montées en fausse dorure, Lubitsch ne conserve que 4 personnages. Un couple de rats d'hôtel, une jolie millionnaire, un amoureux niais. Ils se croisent, se cherchent, s'embrassent, se volent, s'embrassent encore. D'un collier de perles, Lubitsch fait un de ces objets fatidiques et instables, chers à René Clair, passant invisible de la poche de l'aventurier au sac de sa complice. C'est le capricieux marivaudage, le fil insaisissable de Trouble in Paradise. Tous les poncifs sont dépiotés gaiement. Venise, un clair de lune de carton, un chant de gondolier langoureux sous la fenêtre des amants, mais c'est la gondole des poubelles qui passe. L'administrateur délégué, décoré et vénérable, va chasser l'escroc impitoyablement. Mais l'escroc lui met des bilans sous le nez, et l'administrateur rengaine au plus vite sa morale et sa justice. Sous le couvert d'une fantaisie policière, Lubitsch, à petits coups sûrs, mi-féroce, mi-indulgent, ébranle les truismes et les conformismes, d'autant plus satisfait que beaucoup n'y verront que du feu. Sérénade à Troyes est de cette même veine, qui confond discrètement la parodie et la satire sous des apparences où l'épicier de Chicago peut trouver lui aussi son compte. Car il y a chez Lubitsch une joie secrète à duper toute une partie de son public en l'enchantant. Et ce n'est pas ce qui nous plaît le moins chez lui. Sérénade à Troyes ressemble à un pastiche adroit et malicieux de la comédie de boulevard. C'est l'arbitraire délibéré. Tous les thèmes classiques. Mais comme Lubitsch n'y croit pas un seul instant, il est d'autant plus libre pour en jouer, pour préparer tous les rebondissements. Cela ne se raconte guère. Si vous voulez, c'est l'histoire d'une jeune américaine de Paris, assez fine mouche pour se faire entretenir pendant 5 ans, sans abandonner seulement le petit doigt à son protecteur. Elle rencontre 2 compatriotes, 2 sympathiques bohèmes dégoûtés par New York. Tom écrit, George peint. Ils n'ont pas plus de succès l'un que l'autre. L'américaine joue à la muse, leur trouve des commandes,
s'amourache à la fois du peintre et de l'auteur. Elle ne peut choisir. Elle ne choisira jamais. Ils essayent de la franche camaraderie. Ils scellent des pactes. Et la muse se retrouve dans les bras de George à la première absence de Tom. L'auteur revient de Londres, aussi joué et fêté que M. Noël Coward. Il faut bien que la muse ajoute ses baisers à ses lauriers. George se fâche. La muse s'éclipse. Elle épouse son protecteur, un roi américain de la publicité. Le troisième acte se passe quelque part dans la banlieue de New York ou de Boston. La muse périt d'ennui. Mais les deux bohèmes tombent du ciel, surgissent derrière un paravent en frac et gibus. Les businessmen sont joyeusement châtiés de leur mépris des arts. À bas le dollar, le trio renoué s'envole vers Montmartre.